On renaît toujours de ses cendres. Je me suis toujours intéressé à ce qui est en profondeur. Et puis après, j'ai eu la chance de rentrer dans la pyramide de Khéops. Et voilà, c'était un choc. L'alchimiste, lui, il va pas tomber dans la peur. Il va surtout essayer de transmuter les basses fréquences en hautes fréquences. On passe des étapes, on passe des deuils, mais il faut savoir qu'on a des capacités en nous qui sont énormes. Je m'appelle Yorick, je pratique la danse, les arts martiaux et l'alchimie. Je suis d'Avignon et je me suis intéressé très tôt à tout ce qui est énergétique, à tout ce qui est de l'ordre de la métaphysique et du spirituel. Et parallèlement, j'ai mené aussi une carrière de danseur en France et à l'international. Je me suis toujours intéressé à ce qui est en profondeur, essayer d'aller chercher tout ce qui toutes nos origines un petit peu cachées, aussi qu'est-ce qu'il y a derrière la matière. Je pense qu'il y a quelque chose de plus fort, de plus précieux, de plus subtil derrière la matière. Donc ce qui m'a intéressé, c'est un petit peu comme une exploration. Et à travers des ouvrages, des voyages, je me suis intéressé sur des sujets comme la table ronde, les chevaliers du Graal. Et c'est ce qui m'a amené petit à petit à me rapprocher des rivages de l'alchimie. La méditation alchimique, c'est une méthode que j'ai mise en place depuis 3 ans maintenant. Avant, j'étais prof de yoga et je me suis intéressé plus à l'aspect méditatif au fur et à mesure que je pratiquais. Il y avait beaucoup de postures, beaucoup de respiration, beaucoup des étirements et au final, je me suis dit que ça serait intéressant aussi d'aller chercher plus en profondeur justement quelle serait l'essence du yoga et parallèlement, je me suis intéressé à l'Égypte. Je suis allé en Égypte, au pied des pyramides, et j'ai essayé de faire une sorte de synthèse entre la tradition égyptienne et le yoga indien, et ce qui m'a donc amené à faire une sorte de syncrétisme des deux pratiques. Et donc le yoga, en fait, avec les postures et la respiration, l'objectif c'est quand même la méditation et après la contemplation. Et donc par rapport à l'Égypte aussi, on s'intéresse à la respiration, aux postures, on voit aussi les statues pharaoniques. Et donc ces deux aspects ont été réunis dans la méditation alchimique. C'est un processus physiologique, énergétique et de respiration pour accéder à ce qu'on appelle le temple intérieur. C'est une démarche très en douceur. Voilà, ça se fait grâce à des visualisations, à des respirations très précises, tout est bien cadré avec une sorte de géométrie aussi que je mets en place pour qu'on soit donc dans un espace bienveillant et qu'on s'accompagne. C'est collectif, c'est des cours collectifs parce que on voit qu'il y a une force du groupe et c'est important, je pense, quand on avance dans ces genres de pratiques d'être ensemble et donc c'est une approche alchimique de la méditation. L'Égypte, c'est le berceau de notre civilisation. Pour moi, quand je suis allé là-bas, c'était surtout l'appel du désert. Je fais une petite randonnée à cheval et c'est vrai que au pied des pyramides, c'est quelque chose de magique. On est vraiment transporté ailleurs et voilà, c'était un choc. Il y a une transcendance qui s'opère et il faut savoir que la pyramide, ça symbolise le feu. Et du coup, quand on rentre dans cette pyramide, c'est comme un processus alchimique. C'est vraiment le symbole de l'alchimie, la pyramide. On part de la base jusqu'au ciel et on traverse différents états de la matière jusqu'à la pointe qui est vraiment le summum, c'est le feu essentiel ou quintessentiel, puisque c'est la réunion des 4 côtés. Et donc cette terre égyptienne avec le Nil, toute cette végétation, c'est vraiment un voyage alchimique, on ne peut pas dire autrement, c'est vraiment aux sources vraiment de la tradition hermétique. Alors déjà, ça leur apporte une meilleure réaction au stress, puisque
ça part donc de pratiques aussi de posture, de respiration. Donc déjà, il y a une meilleure réaction au stress. Ensuite, c'est un deuxième niveau, c'est plus l'aspect psychologique, l'équanimité, comme on dit, c'est de rester stable dans toutes les situations, donc le self-control, on va dire, le self-control, et ensuite ça amène plus d'éveil spirituel, ça amène aussi à rechercher, à être plus curieux de notre constitution, d'étudier un petit peu notre corps, enfin ça permet une meilleure souplesse, adaptabilité au quotidien, avec la meilleure partie de nous-mêmes, c'est-à-dire être dans un processus de bienveillance aussi par rapport aux autres, parce qu'il faut savoir que l'alchimie et la méditation, c'est interne, c'est une pratique qu'on fait pour soi-même, mais c'est aussi au service des autres, c'est-à-dire que si nous on est dans un mieux-être, un bien-être, on sera rayonnant autour de nous pour les autres. Donc ça apporte aussi cette compassion pour l'humanité actuelle. L'alchimie est née en Égypte, qu'on appelle donc alchimia, donc ça vient de chimie, et puis c'est l'art de la transmutation des métaux, ce que les Égyptiens faisaient à merveille. On n'a qu'à voir les statues et le travail d'orfèvre, de l'or aussi qu'il produisait, aussi avec les pierres qu'il mettait en place. Il y avait vraiment des prêtres architectes, c'était donc c'était une terre sacrée pour le développement de l'alchimie qui après s'est dispersé dans le monde gréco-latin, dans le monde arabe, avec plusieurs écoles. Après, ça s'est diversifié jusqu'à arriver donc au Moyen-Âge en France, où là, il y a eu beaucoup d'alchimistes, donc Nicolas Flamel. C'est des pratiques pour trouver la pierre philosophale, et c'est donc tout basé sur des ouvrages hermétiques, des planches, des livres. Il y a un livre qui s'appelle le Mutus Liber, donc avec des planches, des dessins à décrypter. Tout est très crypté en alchimie, donc ça demande beaucoup d'études. Moi, je pense que c'est plutôt l'aspect pratique que l'aspect intellectuel, philosophique, ou même... c'est pour moi, l'alchimie, c'est d'abord... on le vit au quotidien. C'est pas juste être dans un laboratoire, s'enfermer et être coupé du monde. Pour moi, l'alchimie, c'est quelqu'un qui est dans le monde et qui essaye de transmuter la matière, de spiritualiser la matière. Donc, on peut s'intéresser à toutes les planches, à tous les écrits hermétiques, mais le livre majeur, c'est la nature, c'est l'étude des éléments, surtout des 4 éléments, avec la quintessence, bien sûr, le 5e élément. Donc, toute cette alchimie, après, a continué jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est l'art de la transmutation des métaux que l'on peut appliquer à la psychologie, puisque Jung, par exemple, l'a utilisé dans son processus d'individuation. Donc, il y a des applications scientifiques, puisque c'est l'ancêtre de la chimie, et des applications maintenant en psychanalyse, en psychologie, et puis maintenant aussi des applications en énergétique, ce que je fais. Et il faut savoir que l'alchimie existe aussi en Chine, ça s'appelle le Neidan, c'est l'alchimie interne. Il y a aussi une alchimie externe avec la création de potions, d'immortalité, comme ils disent, le Neidan. Et en Inde aussi le Rasayana, qui est plus l'étude du mercure. Voilà. Alors il faut savoir que on peut avoir une lecture alchimique de cette histoire, puisque la table ronde, donc Arthur, c'est un petit peu le soleil avec les 12 les constellations qui vont avec. Donc l'alchimie s'intéresse aussi aux étoiles, puisque faut savoir que pour créer la pierre, on récupère de la rosée, l'alchimiste va sur le terrain, c'est un homme de terrain. Alors moi, je ne suis pas alchimiste externe, je suis alchimiste interne, donc moi, c'est plutôt le travail sur le corps. Mais il faut le savoir que donc il y a tous des processus par rapport aux étoiles, à la terre, à la rosée, au solstice, aux équinoxes. Donc c'est une étude du ciel. Donc c'est pour ça que l'alchimiste, quand même, a tout un travail complet sur toute science en fait. Et c'est pour ça que
la table ronde, c'est intéressant parce que c'est au Moyen-Âge, et au Moyen-Âge, on avait toutes ces pratiques qui étaient associées. Maintenant, c'est tout dissocié, mais à l'époque médiévale, c'était associé. On avait un travail sur l'astrologie, l'alchimie, les sciences, la spiritualité. On était plus dans un aspect unitaire. Et donc, c'est la recherche du Graal, hein, donc l'histoire d'Arthur et des chevaliers. Il faut savoir que les chevaliers ont des armures, et donc ça représente aussi le corps subtil. Donc il y a tout un travail qu'on peut faire en parallèle entre la chevalerie et l'alchimiste. Donc c'est cette quête du corps de lumière que, par exemple, on en voit chez Galahad, qui représente celui qui s'est purifié, qui est devenu blanc comme neige, j'allais dire, et qui a atteint l'objectif de trouver le Graal. Donc le Graal, c'est une pierre. On peut considérer aussi que c'est une coupe ou c'est un plat. Il y a plusieurs aspects de la pierre philosophale. Donc, pour moi, je considère que c'est une pierre et qu'on appelle donc la pierre philosophale. C'est un peu mystérieux. On dit qu'elle est rouge, et donc c'est parce qu'il y a eu tout un travail de purification. Et donc les chevaliers, quand ils vont en quête, en fait, ils affrontent des dragons, ils affrontent d'autres chevaliers, et c'est tout ce travail de purification, de victoire sur nos côtés sombres, sur nos côtés qui nous entraînent vers le bas, vers le côté plombé. Donc c'est cette quête de l'or pour atteindre ce corps de lumière détaché de la gangue, de la matière qui nous enferme. Donc c'est cette libération avec l'épée, le bouclier, cette libération des forces saturniennes pour atteindre à cet or solaire. Je conseille cette formule magique, c'est Ora et Labora. Donc c'est une belle philosophie de vie, je trouve. C'est d'avoir des moments pour soi, d'avoir des moments un moment spirituel, de rentrer en profondeur dans son être, de se retirer du monde, d'être un petit peu comme une sorte de pèlerinage intérieur, de se mettre en syntonie avec le divin, puisque je pense qu'on a tous une parcelle, une étincelle divine en nous, et donc c'est de se reconnecter avec cette étincelle. Et un aspect labora, c'est-à-dire le travail sur soi, être dans le monde, pouvoir être aussi comme un phare pour les autres, de développer des pratiques d'énergétique interne, mais aussi être comme un témoin de la lumière qu'on cherche au quotidien. Donc je conseillerais d'avoir ces deux aspects-là. Ce sera un message de compassion envers les autres, mais aussi d'intériorisation pour soi-même, de prendre des temps pour soi. Je pense que c'est très important vu les vicissitudes de l'actualité, du monde actuel qui est en ébullition. Donc l'alchimiste, lui, il va pas tomber dans la peur, il va surtout essayer de transmuter les basses fréquences en hautes fréquences. Donc et en fait, on le fait si on travaille sa respiration, sa visualisation, et si on se met, par exemple, les alchimistes adorent le soleil, donc profitez du soleil quand vous pouvez, sortez et surtout respirez. C'est très important de respirer, de prendre l'air, de prendre des bains de nature, de forêt. C'est vraiment salutaire de se reconnecter aussi avec la nature. En fait, on renaît toujours de ses cendres. On passe des étapes, on passe des deuils, on passe des moments difficiles. Mais il faut savoir qu'on a des capacités en nous qui sont énormes. Il ne faut pas l'oublier. C'est un petit peu l'alchimie, c'est la voie du phénix. Donc surtout ne jamais désespérer, être toujours dans l'espérance. Voilà, c'est le message de l'alchimie, c'est-à-dire que dans la nuit la plus noire, on a la lumière la plus éclatante si on sait s'approcher de la pierre philosophale.